Installez-vous confortablement alors que nous plongeons dans l'histoire fascinante d'un pays, né de rencontres improbables, de conflits profonds et d'une quête incessante d'identité. Avez-vous déjà imaginé qu'un territoire plus grand que toute l'Europe occidentale aurait pu rester français? Ou que l'histoire du Canada aurait pu être écrite par les Vikings, 1000 ans avant Christophe Colomb? Et si je vous disais que ce pays, aujourd'hui symbole de paix et de multiculturalisme, a été forgé par des conflits sanglants entre empires et la dépossession systématique des premiers habitants? Comment une colonie considérée comme quelques arpents de neige est-elle devenue l'une des nations les plus prospères et enviées au monde? Qu'est-ce qui a transformé un ensemble disparate de territoires britanniques en une nation indépendante qui n'a jamais vraiment fait de révolution? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un pays qui a émergé des glaces. C'est le récit de la manière dont les rencontres entre peuples transforment profondément le cours de l'histoire mondiale, créant des hybridations culturelles impossibles à prédire et des institutions qui façonnent encore notre présent. Avant que les premiers Européens ne posent le pied sur ces terres immenses, le monde qui allait devenir le Canada existait déjà depuis des millénaires. Un réseau complexe de nations autochtones, chacune avec ses langues, ses croyances et ses technologies adaptées à des environnements parmi les plus hostiles de la planète. Des forêts denses de l'Est aux plaines infinies du centre, des montagnes majestueuses de l'Ouest aux toundras glacées du Nord, ces premiers habitants avaient développé des civilisations remarquablement sophistiquées. Dans les régions boisées de l'Est, les Haudenosaunee, que les Français appelleraient plus tard Iroquois, avaient créé une confédération politique complexe unissant 5 nations, puis 6. Leur grande loi de la paix établissait un système démocratique de gouvernance qui aurait plus tard une influence sur la Constitution américaine, bien que cela soit rarement reconnu. Plus au nord, les Inuits maîtrisaient l'art de survivre dans les conditions les plus extrêmes de l'Arctique, développant des kayaks, des igloos et des vêtements parfaitement adaptés à cet environnement impitoyable. Sur la côte ouest, des nations comme les Haïda et les Tlingit créaient des sociétés hiérarchisées avec une culture matérielle d'une richesse stupéfiante. Totems monumentaux, maisons longues élaborées et un art visuel d'une complexité inouïe. Dans les plaines centrales, des peuples comme les Cris et les Pieds-Noirs suivaient les grands troupeaux de bisons qui constituaient le centre de leur économie, de leur spiritualité et de leur organisation sociale. Ces sociétés n'étaient en pas figées dans le temps comme le suggèrent souvent les stéréotypes. Elles commerçaient, s'alliaient, se faisaient la guerre, innovaient et s'adaptaient constamment. Des réseaux commerciaux complexes s'étendaient sur des milliers de kilomètres, échangeant des matériaux précieux comme le cuivre natif des Grands Lacs, l'obsidienne des montagnes ou les coquillages des côtes. L'air était empli du murmure de centaines de langues différentes. Le paysage, loin d'être une wilderness intouchée, était activement géré par ces populations qui pratiquaient l'agriculture, les brûlis contrôlés pour favoriser certaines espèces et une gestion sophistiquée des ressources naturelles qui maintenaient un équilibre écologique depuis des siècles. Contrairement à la croyance populaire, ces terres n'attendaient pas d'être découvertes. Elles abritaient entre 2 et 20 millions de personnes selon les estimations, avant que les maladies européennes ne déciment ces populations dans des proportions catastrophiques. Le premier contact européen avec ce qui deviendrait le Canada ne vint pas des Français ou des Anglais, mais des Vikings. Vers l'an 1000, près de 5 siècles avant Colomb, Leif Erikson et d'autres explorateurs nordiques établirent une colonie à Lance aux Meadows, à la pointe nord de Terre-Neuve. Les sagas nordiques parlent de cette terre qu'ils nommèrent Vinland, où ils rencontrèrent des habitants locaux qu'ils appelaient Skrellings. Les vestiges archéologiques de leurs maisons de tourbe et de leurs forges témoignent encore de cette présence éphémère. Ces premiers Européens n'étaient pas venus pour conquérir ou coloniser à grande échelle, mais plutôt pour trouver de nouvelles ressources, notamment du bois qui manquait cruellement dans leur colonie du Groenland. Leurs interactions avec les peuples autochtones furent limitées et souvent hostiles. Après quelques années seulement, les conditions difficiles et les conflits poussèrent les Vikings à abandonner leurs installations.
Ce premier contact resta sans suite et fut même oublié par l'Europe, devenant une simple légende jusqu'à ce que les preuves archéologiques confirment ces récits au XXe siècle. Le véritable début de la présence européenne continue commença 5 siècles plus tard. À la fin du XVe siècle, l'Europe entrait dans une période d'exploration maritime sans précédent, motivée par la recherche de routes commerciales vers l'Asie et ses richesses. En 1497, 5 ans après le fameux voyage de Christophe Colomb, un navigateur italien au service de l'Angleterre, Giovanni Caboto, que les Anglais appellent John Cabot, atteignit probablement Terre-Neuve ou la Nouvelle-Écosse. Ce qui frappa immédiatement Cabot fut l'abondance incroyable de morues dans les eaux environnantes. La mer y regorge tellement de poissons, rapporta-t-il, qu'on peut les prendre non seulement avec un filet, mais aussi avec des paniers lestés d'une pierre. Cette découverte allait avoir des conséquences économiques majeures, attirant bientôt des safer-bespers, flottes de pêcheurs basques, bretons, normands et portugais vers les grands bancs de Terre-Neuve. Ces pêcheurs ne cherchaient pas à coloniser, ils venaient saisonnièrement pour capturer d'immenses quantités de morues qu'ils salaient ou séchaient sur les côtes avant de retourner en Europe. Ce poisson, facilement conservable, devint un aliment de base pour les populations européennes, alimentant même le commerce triangulaire avec les Caraïbes et l'Afrique. Les contacts avec les peuples autochtones restaient sporadiques et principalement commerciaux. L'exploration systématique du fleuve Saint-Laurent, qui allait devenir la porte d'entrée du continent, commença au début du XVIe siècle. En 1534, le navigateur français Jacques Cartier fut chargé par le roi François Ier de trouver un passage vers l'Asie et des richesses comme celles que les Espagnols avaient découvertes plus au sud. Lors de son premier voyage, Cartier explora le golfe du Saint-Laurent et rencontra des pêcheurs Micmacs près de la péninsule gaspésienne. Comprenant que ces terres étaient déjà habitées et organisées, il planta néanmoins une croix de 9 mètres de haut, portant l'inscription « Vive le roi de France », proclamant ainsi la souveraineté française sur ces terres dans un geste qui annonçait les conflits territoriaux à venir. Lors de son deuxième voyage, en 1535, Cartier remonta le fleuve Saint-Laurent jusqu'à un village iroquois qu'il nomma Hochelaga, situé sur l'actuelle île de Montréal. Il fut frappé par la montagne qui dominait le village et la baptisa Mont-Royal, donnant ainsi son nom à la future métropole canadienne. Les Iroquois lui indiquèrent l'existence d'autres peuples plus loin à l'intérieur des terres et de richesses potentielles, alimentant les rêves européens de trouver un passage vers l'Asie ou des métaux précieux. Cartier passa l'hiver à Stadacone, aujourd'hui Québec, où son équipage fut décimé par le scorbut, une carence en vitamine C causée par l'absence de fruits et légumes frais dans leur alimentation hivernale. Les Iroquois en locaux leur montrèrent comment préparer un remède à base d'écorce et d'aiguilles de cèdre blanc, riche en vitamine C, sauvant ainsi les survivants de l'expédition. Cet épisode illustre l'importance vitale des savoirs autochtones pour la survie des premiers Européens dans cet environnement hostile. Malgré cette aide cruciale, les relations se détériorèrent rapidement. Cartier, méfiant, kidnappa le chef Donnacona et plusieurs autres Iroquois pour les ramener en France comme preuve de sa découverte et comme informateur. Aucun ne revint jamais en Amérique, tous mourant en Europe dans les années suivantes, victimes de maladies contre lesquelles ils n'avaient aucune immunité. Lors d'un troisième voyage en 1541, Cartier tenta d'établir une colonie près de l'actuelle ville de Québec, mais l'entreprise échoua face à l'hostilité des habitants locaux, justement méfiants après les enlèvements et aux conditions hivernales extrêmes. Les Français abandonnèrent temporairement leurs efforts de colonisation, mais l'attrait des richesses potentielles du Nouveau Monde restait fort. Le véritable tournant vint 60 ans plus tard, en 1603, lorsque le roi Henri IV accorda le monopole du commerce des fourrures en Nouvelle-France à Pierre du Goy de Mont. Les Européens avaient découvert la valeur exceptionnelle des fourrures nord-américaines, particulièrement celle du castor dont le poil était transformé en feutre pour fabriquer les chapeaux à la mode dans les cours européennes. Ce commerce allait devenir le moteur économique de la colonisation française en Amérique du Nord.
Samuel de Champlain, géographe et lieutenant de Demont, joua un rôle déterminant dans cette nouvelle phase. Après une tentative infructueuse d'établissement à l'île Sainte-Croix, puis à Port-Royal en Acadie, actuelle Nouvelle-Écosse, Champlain fonda en 1608 un comptoir commercial permanent là où Cartier avait échoué, Québec. Ce poste, situé sur un promontoire surplombant un rétrécissement du Saint-Laurent, offrait une position stratégique idéale pour contrôler l'accès à l'intérieur du continent et au commerce des fourrures. Champlain comprit rapidement que pour assurer le succès de cette entreprise, il devait établir des alliances avec les nations autochtones. Il s'allia donc avec les Algonquins, les Montagnais, Innus et les Hurons-Wendat contre leur ennemi commun, la Confédération iroquoise. En 1609, il participa à une bataille contre les Iroquois, près du lac qui porte aujourd'hui son nom, utilisant une arme à feu pour tuer 2 chefs ennemis. Ce geste, qui impressionna grandement ses alliés, scella l'alliance franco-amérindienne, mais engagea aussi les Français dans des conflits intertribaux complexes qui dureraient plus d'1 siècle. Cette décision stratégique eut des conséquences durables. Elle garantit aux Français l'accès aux territoires de trappes riches en fourrure, mais les plaça en conflit permanent avec les Iroquois, qui s'allièrent plus tard aux Anglais. La géopolitique nord-américaine prenait forme, avec des alliances autochtones européennes complexes qui façonneraient l'histoire du continent. Contrairement aux colonies anglaises plus au sud, qui attiraient des milliers de colons cherchant des terres agricoles, la Nouvelle-France se développait principalement comme une entreprise commerciale centrée sur la traite des fourrures. Les coureurs des bois, ces Français qui adoptaient partiellement le mode de vie autochtone pour s'enfoncer profondément dans les forêts à la recherche de fourrures, devinrent une figure emblématique de cette colonie. Souvent, ils apprenaient les langues locales, épousaient des femmes autochtones selon la façon du pays, sans cérémonie religieuse officielle, et servaient d'intermédiaire culturel entre les deux mondes. Malgré les efforts de Champlain pour promouvoir l'agriculture et l'immigration, la colonie resta longtemps fragile, comptant à peine quelques centaines d'habitants. En 1629, elle fut même temporairement capturée par les Anglais avant d'être restituée à la France par le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632. Le véritable développement colonial commença sous le règne de Louis XIV et son ministre Colbert, qui voyaient dans la Nouvelle-France un élément crucial de leur politique mercantiliste. En 1663, le roi reprit directement le contrôle de la colonie des mains de la Compagnie des Cent Associés et y envoya le régiment de Carignan-Salière pour mater la menace iroquoise. Il nomma également un intendant, Jean Talon, chargé de développer l'économie et la population. Talon mit en place une politique de peuplement ambitieuse, encourageant l'immigration de femmes célibataires, les filles du roi, accordant des primes aux familles nombreuses et organisant la distribution de terres le long du Saint-Laurent selon le système seigneurial français. Ce système divisait les terres en longues bandes perpendiculaires au fleuve, garantissant à chaque habitant un accès à la voie navigable qui constituait l'unique moyen de transport efficace. Cette structure foncière est encore visible aujourd'hui dans le paysage rural québécois, avec ses rangs de fermes étroites s'étirant vers l'intérieur des terres. La religion catholique jouait un rôle central dans ce projet colonial. Les missionnaires jésuites, Récollets et Sulpiciens, tentaient de convertir les populations autochtones au christianisme, souvent au péril de leur vie. Les récits des martyrs comme Jean de Brébeuf et Gabriel Lallemand, torturés à mort par les Iroquois en 1649, alimentèrent la ferveur religieuse en France et l'image d'une mission civilisatrice dans le Nouveau Monde. Les communautés religieuses féminines, notamment les Ursulines et les Hospitalières, jouèrent également un rôle crucial dans l'établissement des premières écoles et hôpitaux. Des femmes remarquables comme Marie de l'Incarnation, Marie-Marguerite Diouville et Jeanne Mance contribuèrent de façon décisive au développement des institutions sociales de la colonie, dans un contexte où les femmes jouissaient paradoxalement d'une plus grande liberté d'action qu'en métropole. Montréal fut fondée en 1642 par Paul de Chomedey de Maisonneuve
et Jeanne Mance comme une mission religieuse appelée Ville-Marie. Située au confluent du Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, elle devint rapidement un centre névralgique du commerce des fourrures, grâce à sa position stratégique. Pendant ce temps, l'exploration du continent se poursuivait. Les Français, contrairement aux Anglais qui restèrent principalement sur la côte atlantique, s'enfonçaient profondément dans l'intérieur du continent. Des explorateurs comme Louis Joliet et le père Jacques Marquette naviguèrent sur le Mississippi jusqu'à l'Arkansas en 1673. Et René Robert Cavelier de La Salle atteignit son embouchure dans le golfe du Mexique en 1682, revendiquant l'immense bassin du fleuve pour la France sous le nom de Louisiane, en l'honneur du roi Louis XIV. Cette expansion territoriale française créait un arc immense entourant les colonies britanniques par l'ouest, des grands lacs au golfe du Mexique. Des forts furent établis à des points stratégiques comme Détroit, Michilimackinac et plus tard la Nouvelle-Orléans pour sécuriser ses revendications territoriales. Malgré cette expansion impressionnante, la Nouvelle-France souffrait d'une faiblesse démographique chronique face aux colonies britanniques. En 1700, elle comptait à peine 13 000 habitants, contre plus de 250 000 dans les colonies britanniques. Cette disparité allait s'avérer décisive dans les conflits à venir. Les relations avec les peuples autochtones évoluaient de façon complexe. Si certaines nations comme les Hurons-Wendat adoptèrent partiellement le christianisme et s'allièrent fermement aux Français, d'autres résistaient à l'influence européenne où jouaient les puissances coloniales les unes contre les autres pour préserver leur autonomie. Les Iroquois, en particulier, menaient une politique sophistiquée de neutralité et d'alliances changeantes entre Français, Anglais et autres nations autochtones. Au début du XVIIIe siècle, après des décennies de guerres intermittentes, la Grande Paix de Montréal de 1701 marqua un tournant dans les relations franco-iroquoises. Ce traité, signé par les Français et 39 nations amérindiennes, mit fin à près d'un siècle d'hostilité. Les délégations autochtones furent reçues avec tous les honneurs à Montréal, dans une cérémonie qui mêlait protocoles diplomatiques européens et rituels autochtones. Cette paix relative permit l'expansion de l'influence française et le développement de la colonie. Une société distincte prenait forme le long du Saint-Laurent. Les Canadiens, comme on appelait alors les colons nés dans la colonie, développaient une identité propre, différente de celle des Français métropolitains qu'ils appelaient parfois dédaigneusement les Français de France. L'adaptation au climat rigoureux et à la réalité nord-américaine avait forgé un peuple résilient, mobile, habitué aux grands espaces et souvent plus familier avec les cultures autochtones que ne l'étaient alors les nouveaux arrivants européens. Leur langue française évoluait également, intégrant des mots amérindiens comme caribou, mocassin, achigan, et développant des expressions et un accent distincts. L'économie de la Nouvelle-France restait principalement basée sur le commerce des fourrures, l'agriculture de subsistance et l'exploitation forestière. Quelques industries comme la construction navale à Québec se développaient également. La société était hiérarchisée, avec une petite élite composée de nobles, d'officiers militaires et de grands marchands, un clergé influent et une majorité d'habitants cultivateurs. Contrairement à la métropole cependant, la relative abondance de terres et de ressources permettait même aux plus modestes de vivre convenablement, comme le notaient souvent les visiteurs européens. Pendant ce temps, plus à l'est, les colonies britanniques prenaient également racine. Les Anglais s'étaient d'abord établis à Terre-Neuve, attirés par les riches pêcheries. En 1610, John Guy fonda une colonie permanente à Cupid's, marquant le début de la présence anglaise continue dans l'île. La ville de Saint-Jean devint progressivement une base importante pour la pêche saisonnière. En Nouvelle-Écosse, alors appelée Acadie par les Français, la situation était plus complexe. Ce territoire changea plusieurs fois de main entre Français et Anglais avant d'être définitivement cédé à la Grande-Bretagne par le traité d'Utrecht en 1713. Les Acadiens, colons d'origine française établis depuis le début du XVIIe siècle, développèrent une société agricole prospère dans les terres marécageuses qu'ils avaient asséchées
grâce à un ingénieux système de digues. La rivalité franco-britannique en Amérique du Nord s'intensifia au XVIIIe siècle, s'inscrivant dans le contexte plus large des conflits européens. La guerre de succession d'Autriche, 1740 à 1748, eut des répercussions en Amérique, notamment avec la prise de la forteresse française de Louisbourg par des milices de la Nouvelle-Angleterre en 1745. Bien que Louisbourg fût rendu à la France par le traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, cet épisode révéla la vulnérabilité des possessions françaises. La tension culmina avec le déclenchement de ce que les Américains appellent la guerre de 7 ans, 1756 à 1763, qui commença en fait 2 ans plus tôt en Amérique du Nord avec des escarmouches dans la vallée de l'Ohio, territoire disputé entre Français et Britanniques. Un jeune officier de Virginie nommé George Washington fut impliqué dans ces premiers affrontements, préfigurant son rôle futur dans l'histoire nord-américaine. Les premières années du conflit virent des succès français sous le commandement du marquis de Montcalm, notamment la prise du fort William Henry et la victoire de Carillon, Ticonderoga. Mais la supériorité navale britannique permit le blocus de la Nouvelle-France, coupé des renforts et approvisionnement métropolitain. En 1758, les Britanniques prirent Louisbourg. Puis en 1759, sous le commandement du général James Wolfe, ils assiégèrent Québec. Le 13 septembre 1759 eut lieu la bataille décisive des Plaines d'Abraham, où les forces britanniques vainquirent l'armée française en moins d'1 heure. Les 2 commandants, Wolfe et Montcalm, y trouvèrent la mort, transformant cet affrontement en moment mythique de l'histoire canadienne. Montréal tomba l'année suivante, scellant la fin de la Nouvelle-France. Par le traité de Paris de 1763, la France se céda presque toutes ses possessions nord-américaines à la Grande-Bretagne, ne conservant que les petites îles de Saint-Pierre et Miquelon comme base de pêche. La Louisiane fut cédée à l'Espagne en compensation de ses pertes dans le conflit. Un empire français qui s'étendait théoriquement de l'Arctique au golfe du Mexique disparut ainsi de la carte. Voltaire, célèbre écrivain français de l'époque, commenta avec cynisme cet abandon, parlant de quelques arpents de neige. Une expression qui reste gravée dans la mémoire collective québécoise comme symbole du désintérêt de la métropole pour ses colons nord-américains. Pour les 70 000 Canadiens français qui se retrouvaient soudain sujets britanniques, commençait une nouvelle ère d'incertitude et d'adaptation. Le général James Murray, premier gouverneur britannique, adopta une politique de conciliation envers les Canadiens français, leur permettant de conserver leur religion, leurs lois civiles et leurs terres. Cette approche pragmatique visait à garantir la stabilité dans un territoire nouvellement conquis où les Britanniques étaient largement minoritaires. La cohabitation entre les 2 groupes s'annonçait complexe. Les différences de langue, de religion et de tradition juridique créaient des barrières importantes. Les nouveaux marchands britanniques qui s'établirent à Québec et Montréal après la conquête formèrent rapidement une élite économique qui cherchait à imposer les institutions britanniques, tandis que la population rurale canadienne-française restait attachée à ses traditions. Les autorités britanniques devaient également gérer leurs relations avec les peuples autochtones. En 1000 interdite. Cette mesure, destinée à prévenir les conflits avec les autochtones, mécontenta les colons américains qui convoitaient ces territoires occidentaux, contribuant aux tensions qui mèneraient à la Révolution américaine. En 1774, l'Acte de Québec élargit les frontières de la province de Québec pour inclure la région des Grands Lacs et la vallée de l'Ohio. Cette loi confirma également les droits des Canadiens français à pratiquer leur religion et à utiliser le droit civil français pour les affaires privées, tout en maintenant le droit criminel anglais. Ce compromis, remarquable pour l'époque, visait à s'assurer de la loyauté de la population canadienne-française face aux tensions croissantes dans les 13 colonies plus au sud. Lorsque la Révolution américaine éclata en 1775, les rebelles américains espéraient que les Canadiens, récemment conquis par les Britanniques, se joindraient à leur cause.
Une invasion du Canada fut lancée sous le commandement de Richard Montgomery et Benedict Arnold, atteignant Québec en décembre 1775. Malgré quelques sympathisants, particulièrement chez les colons anglais, la majorité des Canadiens français restèrent neutres ou loyaux à la couronne britannique. Le clergé catholique, reconnaissant que les concessions britanniques de l'Acte de Québec étaient plus favorables que ce qu'offrent les protestants américains, encouragea cette loyauté. L'attaque contre Québec échoua lors d'une bataille dans la nuit du 30 au 31 décembre 1775, durant laquelle Montgomery fut tué et Arnold blessé. Les forces américaines se retirèrent définitivement en 1776. Ce moment crucial de l'histoire nord-américaine dessina la frontière qui existe encore aujourd'hui et garantit la survie d'une Amérique du Nord britannique distincte des États-Unis. La Révolution américaine eut néanmoins un impact majeur sur le futur Canada. À la fin du conflit, des dizaines de milliers de loyalistes, fidèles à la couronne britannique, quittèrent les États-Unis nouvellement indépendants pour s'installer dans les colonies britanniques restantes. Environ 30 000 s'établirent dans ce qui est aujourd'hui l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le Québec, modifiant profondément la composition démographique de ces régions. Pour accommoder cet afflux de colons anglophones et protestants, les autorités britanniques divisèrent en 1791 la province de Québec en 2 colonies distinctes. Le Bas-Canada, essentiellement le Québec actuel, à majorité francophone, et le Haut-Canada, l'Ontario actuel, à majorité anglophone. Chaque colonie reçut une assemblée législative élue, bien que les pouvoirs réels restaient entre les mains des gouverneurs nommés par Londres et de leurs conseils exécutifs non élus. Cette période vit également le début du déclin de la traite des fourrures comme force économique dominante. La Compagnie de la baie de Hudson, fondée en 1670, et la Compagnie du Nord-Ouest, créée par des marchands montréalais après la conquête, se livraient une concurrence féroce pour le contrôle de ce commerce lucratif. Leurs rivalités poussèrent l'exploration vers l'ouest et le nord. Des hommes comme Alexander Mackenzie, qui atteignit l'océan Arctique en 1789 et l'océan Pacifique en 1793, Simon Fraser et David Thompson cartographièrent d'immenses territoires jusque-là, inconnus des Européens. En 1821, les 2 compagnies fusionnèrent, créant un monopole commercial qui administrait de facto la majeure partie du nord et de l'ouest du continent, établissant les bases de la future expansion canadienne vers le Pacifique. L'économie évoluait également dans les colonies établies. Dans le Haut-Canada, les loyalistes défrichaient progressivement la forêt pour établir des fermes, transformant l'écologie et le paysage de la région. L'exportation de potasse, obtenue en brûlant les arbres abattus, devint une source de revenus importante pour ces premiers colons. Les premières décennies du XIXe siècle virent la montée des tensions politiques dans les colonies. Les assemblées élues entraient régulièrement en conflit avec les gouverneurs et leurs conseils exécutifs et législatifs non élus. Dans le Bas-Canada, ces tensions prenaient une dimension ethnique et linguistique, la majorité francophone de l'Assemblée s'opposant fréquemment à l'élite marchande et administrative anglophone qui dominait l'exécutif. Un groupe surnommé le Château cliquait. Dans le Haut-Canada, des tensions similaires existaient entre les réformistes et la famille compacte, l'oligarchie conservatrice qui contrôlait le gouvernement. Bien que le clivage linguistique n'y existât pas, les questions de privilèges économiques et d'accès au pouvoir créaient des divisions profondes. La guerre, des figures comme Sir Isaac Brock, qui mourut en défendant le Haut-Canada lors de la bataille de Queenston Heights, et le chef Tecumseh, qui mena une coalition de nations autochtones aux côtés des Britanniques, devinrent des héros. La guerre se termina par un statu quo territorial, mais elle contribua à forger un sentiment d'identité distinct de celui des Américains, particulièrement dans le Haut-Canada. La période suivant la guerre vit une immigration massive en provenance des îles britanniques. Des milliers d'Irlandais, d'Écossais et d'Anglais s'établirent dans les colonies, fuyant la pauvreté, les troubles politiques ou les bouleversements économiques comme la Grande Famine irlandaise.
Cette vague migratoire transforma la démographie, particulièrement dans le Haut-Canada, où la population passa d'environ 95 000 en 1812 à près de 450 000 en 1837. Les tensions politiques continuèrent de s'intensifier jusqu'à atteindre un point de rupture en 1837, lorsque des rébellions éclatèrent simultanément dans le Haut et le Bas-Canada. Dans le Bas-Canada, le mouvement était dirigé par Louis-Joseph Papineau et son parti patriote, qui revendiquait une plus grande autonomie pour la colonie et la protection des droits des Canadiens français face à ce qu'ils percevaient comme une domination anglophone. Après plusieurs années de crise politique, les patriotes prirent les armes en novembre 1837. Les affrontements avec les troupes britanniques à Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Eustache se soldèrent par la défaite des rebelles, suivie d'une répression sévère. Papineau et d'autres leaders s'enfuirent aux États-Unis. Dans le Haut-Canada, William Lyon Mackenzie mena une rébellion similaire mais moins étendue, revendiquant des réformes démocratiques et dénonçant la corruption de la Family Compact. Son attaque sur Toronto fut rapidement repoussée et lui aussi s'enfuit aux États-Unis. Bien que militairement écrasées, ces rébellions eurent des conséquences politiques importantes. Son fameux rapport, publié en 1839, recommandait l'union des deux Canada et l'instauration d'un gouvernement responsable, où l'exécutif serait responsable devant l'Assemblée élue. Il décrivait aussi les Canadiens français comme un peuple sans histoire ni littérature, recommandant leur assimilation progressive. Une phrase qui reste controversée jusqu'à aujourd'hui. Suivant partiellement ces recommandations, l'acte d'union de 1840 fusionna le Haut et le Bas-Canada en une seule province du Canada, avec une législature unique. Cette mesure, perçue comme une tentative d'assimilation par de nombreux Canadiens français, établit l'égalité de représentation entre les anciennes colonies malgré la population plus importante du Bas-Canada, et fit de l'anglais la seule langue officielle du gouvernement. Contre toute attente, cette union forcée ne mena pas à l'assimilation espérée par Durham. Au contraire, elle créa les conditions d'une collaboration politique entre réformistes canadiens-français et canadiens-anglais. Des leaders comme Louis-Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin formèrent une alliance qui poussa efficacement pour l'établissement d'un gouvernement responsable, obtenu de facto en 1848. Les années 1850 et 1860 furent marquées par d'importants développements économiques. La construction de canaux, puis de chemins de fer, facilita le commerce et stimula l'industrialisation naissante. Le Grand Tronc relia Toronto, Montréal et Québec, intégrant l'économie régionale. Des industries comme la minoterie, le textile et la métallurgie se développèrent dans les centres urbains. La structure politique de la province du Canada s'avéra cependant instable. Le principe de la double majorité, l'idée qu'un gouvernement devait avoir le soutien de la majorité des députés des deux anciennes colonies, créait des impasses fréquentes. Les gouvernements se succédaient rapidement, incapables de maintenir une majorité stable. Pendant ce temps, les colonies maritimes, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve, suivaient leur propre trajectoire. Dominées par des intérêts maritimes et commerciaux, elles entretenaient souvent plus de liens avec la Nouvelle-Angleterre et la Grande-Bretagne qu'avec le Canada. Chacune avait obtenu un gouvernement responsable dans les années 1850, établissant des traditions parlementaires distinctes. La guerre de sécession américaine, 1861 à 1865, eut un impact important sur les colonies britanniques. Les sympathies étaient partagées, avec des éléments pro-sud, particulièrement dans les colonies maritimes, qui commerçaient avec les États esclavagistes. La Grande-Bretagne resta officiellement neutre, mais pencha vers le sud au début du conflit, créant des tensions avec le nord. Des incidents comme l'affaire Dutran, la capture d'un navire britannique par la marine de l'Union, firent craindre une guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis qui aurait inévitablement impliqué les colonies. La menace d'une invasion américaine, la fin des accords commerciaux préférentiels avec la Grande-Bretagne et l'instabilité politique dans la province du Canada poussèrent les élites politiques coloniales
à envisager une union plus large. Des leaders comme John A. Macdonald, Georges-Étienne Cartier, George Brown et Thomas D'Arcy McGee commencèrent à promouvoir l'idée d'une confédération qui unirait les colonies tout en préservant leurs spécificités. En 1864, des délégués des Canadas, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se réunirent à Charlottetown pour discuter d'une possible union. Ces discussions furent suivies par la Conférence de Québec, où 72 résolutions furent adoptées, établissant les bases de ce qui deviendrait la Constitution canadienne. Une dernière conférence à Londres, en 1866-1867, finalisa les détails du projet. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique fut adopté par le Parlement britannique et entra en vigueur le 1er juillet 1867, créant le Dominion du Canada. Cette nouvelle entité fédérale comprenait initialement 4 provinces: l'Ontario, l'ancien Haut-Canada, le Québec, l'ancien Bas-Canada, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. John A. Macdonald devint le premier ministre du pays. La création du Canada fut moins une révolution qu'une évolution pragmatique. Contrairement aux États-Unis, qui avaient rompu violemment avec la Grande-Bretagne, le Canada maintint des liens étroits avec l'Empire britannique. La reine Victoria restait chef d'État, représentée par un gouverneur général. Le système parlementaire suivait le modèle de Westminster, avec un premier ministre responsable devant la Chambre des communes. Cette continuité institutionnelle a marqué l'approche canadienne du changement politique jusqu'à aujourd'hui. Le nouveau système fédéral répartissait les pouvoirs entre le gouvernement central et les provinces. Ottawa contrôlait les affaires de portée nationale comme la défense, la monnaie, les banques, le commerce interprovincial et les affaires autochtones. Tandis que les provinces géraient l'éducation, la santé, les ressources naturelles et le droit civil. Cette division, qui visait à rassurer le Québec quant à la protection de ses spécificités culturelles, tout en créant un gouvernement central fort, allait être source de tensions constantes dans l'histoire canadienne. La Confédération ne fut pas accueillie avec un enthousiasme universel. En Nouvelle-Écosse, un fort mouvement anti-confédération mené par Joseph Howe tenta même de faire annuler l'Union. À Terre-Neuve et à l'île du Prince-Édouard, les électeurs rejetèrent initialement le projet. Le Québec était divisé, certains y voyant une protection pour les droits français et catholiques, d'autres une dilution du pouvoir canadien-français. Le nouveau pays faisait face à d'immenses défis. Son territoire était vaste mais fragmenté, avec des populations concentrées le long de la frontière américaine et peu de connexions est-ouest. L'économie restait largement dépendante des ressources naturelles et du commerce avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les tensions ethniques, religieuses et régionales menaçaient la cohésion nationale. La vision de Macdonald pour consolider le nouvel État comportait plusieurs éléments clés. L'expansion vers l'ouest, la construction d'un chemin de fer transcontinental, une politique économique protectionniste, la politique nationale et le maintien de liens forts avec l'Empire britannique tout en développant une identité canadienne distincte. En 1869, le gouvernement canadien acheta à la Compagnie de la baie du Hudson ces vastes territoires, la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, étendant d'un coup le pays jusqu'aux montagnes rocheuses. Cette transaction, réalisée sans consulter les populations qui y vivaient déjà, déclencha la résistance de la Rivière Rouge, menée par le métis Louis Riel. Les Métis, peuple d'ascendance mixte européenne et autochtone, avaient développé une culture distincte dans la région de la Rivière Rouge, aujourd'hui Manitoba. Ils craignaient que l'afflux de colons ontariens ne menace leur mode de vie, leurs droits fonciers et leur culture franco-catholique. Sous la direction de Riel, ils établirent un gouvernement provisoire et négocièrent l'entrée du Manitoba dans la Confédération avec des garanties pour leurs droits. Bien que ces négociations aient réussi, avec la création de la province du Manitoba en 1870, la situation dégénéra lorsque Riel autorisa l'exécution de Thomas Scott, un orangiste ontarien capturé lors des troubles. Cet acte déclencha une vague d'indignation dans l'Ontario, forçant Riel à l'exil aux États-Unis et créant des divisions durables entre francophones et anglophones.
L'expansion canadienne se poursuivit avec l'adhésion de la Colombie-Britannique en 1871, attirée par la promesse d'un chemin de fer qui la relierait au reste du pays, puis de l'île du Prince-Édouard en 1873. La construction du chemin de fer canadien-pacifique, CPR, devint alors un projet national prioritaire, bien que controversé et semé d'embûches politiques et techniques. Le CPR fut finalement achevé en 1885, lorsque le dernier crampon, le Last Spike, fut enfoncé à Craigie-la-Chie en Colombie-Britannique. Cette ligne transcontinentale, traversant les prairies et franchissant les Rocheuses, fut un exploit d'ingénierie remarquable qui transforma profondément le pays. Elle permit non seulement l'intégration économique Est-Ouest, mais aussi la colonisation massive des prairies dans les décennies suivantes. Cette expansion territoriale et démographique rapide eut des conséquences dévastatrices pour les peuples autochtones des prairies. Les bisons, base de l'économie et de la culture des nations des plaines comme les Pieds-Noirs, les Cris et les Assiniboines, furent chassés jusqu'à frôler l'extinction. Affaiblis par les épidémies et confrontés à la disparition de leur mode de vie traditionnel, ces peuples furent contraints de signer une série de traités, les traités numérotés, avec le gouvernement canadien. Ces traités, signés entre 1871 et 1921, cédaient d'immenses territoires à la couronne en échange de réserves, de paiements annuels et de certains droits comme la chasse et la pêche. Leur interprétation reste controversée jusqu'à aujourd'hui, les peuples autochtones soulignant la nature sacrée de ces accords et leur compréhension qu'il s'agissait de traités de partage des terres et non de cession complète. La loi sur les Indiens, adoptée en 1876 et plusieurs fois modifiée depuis, établit un système paternaliste de contrôle gouvernemental sur presque tous les aspects de la vie des Indiens inscrits. Elle interdisait les pratiques culturelles traditionnelles comme le potlatch et la danse du soleil, restreignait les déplacements hors des réserves et mettait en place le système des pensionnats autochtones destiné à tuer l'Indien dans l'enfant, selon la formule tristement célèbre de l'époque. Ces pensionnats, gérés principalement par les églises chrétiennes avec le financement gouvernemental, arrachèrent des générations d'enfants autochtones à leurs familles pour les assimiler à la culture euro-canadienne. Les abus physiques, sexuels et psychologiques y étaient courants, et des milliers d'enfants y moururent de maladies, de malnutrition ou de négligence. Ce système, dont le dernier établissement ne ferma qu'en 1996, est aujourd'hui reconnu comme un génocide culturel et une tache sombre sur l'histoire canadienne. En 1885, une seconde rébellion éclata dans le nord-ouest, actuel Saskatchewan, toujours sous la direction de Louis Riel, rappelé de son exil américain par les Métis. Les causes étaient similaires à celles de la première résistance. Crainte pour les droits territoriaux face à l'arrivée de colons et à la construction du chemin de fer, et frustration quant aux promesses non tenues du gouvernement. Cette rébellion fut écrasée par les forces canadiennes, transportée rapidement sur le théâtre des opérations grâce au nouveau chemin de fer. Riel fut capturé, jugé pour haute trahison et pendu à Regina le 16 novembre 1885. Malgré les protestations au Québec, où il était vu comme un défenseur des droits francophones et catholiques. Son exécution créa une profonde division entre Canadiens français et Anglais, dont les échos se font encore sentir aujourd'hui. La fin du 19e siècle vit l'industrialisation s'accélérer au Canada, particulièrement dans les villes du centre comme Toronto, Montréal et Hamilton. Des usines produisant textiles, machines, produits alimentaires transformés et biens de consommation se développèrent, souvent protégés par les tarifs douaniers de la politique nationale de McDonald's. L'exploitation minière prit également de l'importance, avec des découvertes majeures, comme l'or du Klondike en 1896. L'agriculture restait cependant l'activité économique dominante. Le gouvernement encourageait activement l'immigration agricole, offrant des concessions gratuites ou très bon marché de 160 acres, 65 hectares, dans les prairies. Des centaines de milliers d'immigrants, principalement d'Europe,
mais aussi des États-Unis et d'Asie, répondirent à cet appel, transformant radicalement la démographie et le paysage des provinces de l'Ouest. Le développement du blé dur, résistant au froid, notamment la variété Marquis, permit à la prairie canadienne de devenir l'un des greniers à blé du monde. Des milliers de silos à grains apparurent le long des voies ferrées, devenant un symbole iconique du paysage canadien. Winnipeg, au Manitoba, se développa rapidement comme plaque tournante de ce commerce céréalier. Cette période d'expansion économique fut aussi marquée par d'importantes tensions sociales. Les travailleurs industriels, souvent dans des conditions difficiles, commençaient à s'organiser en syndicats et à revendiquer de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. Des grèves, parfois violentes, éclatèrent dans plusieurs secteurs. Le gouvernement et les industriels y répondaient généralement avec fermeté, n'hésitant pas à faire intervenir la police ou l'armée. Les tensions ethniques et religieuses restaient vives. L'arrivée d'immigrants non britanniques et non français, ukrainiens, polonais, italiens, juifs, chinois, suscitait des réactions xénophobes dans certains milieux. Les Asiatiques, en particulier, faisaient face à une discrimination systématique, notamment en Colombie-Britannique, où une taxe d'entrée fut imposée aux immigrants chinois. La question des écoles séparées, confessionnelles, créait également des frictions. Au Manitoba, l'abolition du financement public des écoles catholiques en 1890 déclencha une crise politique nationale qui divisa profondément le pays selon les lignes religieuses et linguistiques. Des crises similaires survinrent en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Sur la scène internationale, le Canada restait formellement une colonie britannique sans politique étrangère indépendante. Les guerres impériales, comme la guerre des Boers en Afrique du Sud, 1899 à 1902, divisaient l'opinion canadienne. Les anglophones étant généralement plus enthousiastes à l'idée de soutenir l'Empire que les francophones. Le début du XXe siècle fut marqué par une prospérité sans précédent. Sous le gouvernement de Sir Wilfrid Laurier, 1896 à 1911, premier francophone à devenir Premier ministre, le Canada connut un boom économique spectaculaire. Laurier prédisait que le XXe siècle appartiendrait au Canada, reflétant l'optimisme de cette époque. L'immigration atteignit des niveaux records, avec plus de 400 000 nouveaux arrivants pour la seule année 1913. Les villes se développaient rapidement, l'industrialisation s'accélérait et de nouvelles provinces furent créées. L'Alberta et la Saskatchewan en 1905, issues des territoires du Nord-Ouest. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 marqua un tournant majeur. En tant que colonie britannique, le Canada entra automatiquement en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne. L'enthousiasme initial pour le conflit était élevé, particulièrement dans la communauté anglophone, avec des milliers de volontaires s'engageant dans le corps expéditionnaire canadien. Les soldats canadiens se distinguèrent sur plusieurs champs de bataille, notamment à Ypres, où ils firent face à la première attaque au gaz de l'histoire en 1915, et à Vimy Ridge en 1917, une victoire qui est souvent citée comme moment fondateur de l'identité nationale canadienne. Au total, plus de 600 000 Canadiens servirent pendant la guerre, et plus de 60 000 y perdirent la vie. Le conflit exacerba cependant les divisions ethniques et linguistiques au pays. L'introduction de la conscription en 1917 par le gouvernement de Robert Borden déclencha une crise majeure. Au Québec, des émeutes éclatèrent à Québec en 1918 lorsque la police tenta d'arrêter des présumés déserteurs, faisant plusieurs morts. Paradoxalement, la guerre contribua significativement à l'émergence du Canada comme nation indépendante sur la scène internationale. Les sacrifices du pays et ses contributions importantes à l'effort de guerre allié lui valurent une place distincte à la conférence de paix de Paris et une signature séparée sur le traité de Versailles. Le Canada devint également membre fondateur de la Société des Nations, marquant une étape cruciale dans son émancipation diplomatique vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Les femmes canadiennes obtinrent progressivement le droit de vote durant cette période, d'abord au niveau provincial,
Manitoba, Saskatchewan et Alberta en 1916, puis au niveau fédéral en 1918, bien que ce droit ne s'étendit pas initialement aux femmes autochtones ou d'origine asiatique. L'après-guerre fut marquée par des tensions sociales importantes. Le mécontentement des travailleurs, exacerbé par l'inflation et les difficultés économiques, culmina avec la grève générale de Winnipeg en 1919, l'un des conflits du travail les plus importants de l'histoire canadienne. Pendant 6 semaines, 30 000 travailleurs paralysèrent la ville avant que le mouvement ne soit réprimé par les autorités, avec l'arrestation des leaders et des affrontements violents qui firent plusieurs morts. Les années 20 virent le Canada s'affirmer davantage sur la scène internationale. La déclaration Balfour de 1926 reconnut formellement l'égalité du Canada et des autres dominions avec la Grande-Bretagne au sein de l'Empire. Le statut de Westminster de 1931 confirma cette autonomie, donnant au Parlement canadien le pouvoir de légiférer sans restriction et éliminant le droit de veto britannique. Économiquement, cette décennie fut généralement prospère, portée par l'industrialisation continue et le développement des ressources naturelles. L'industrie automobile se développa, notamment à Windsor et Oshawa. L'exploitation minière s'intensifia avec des découvertes importantes comme les gisements d'or de Timmins et Kirkland Lake et les mines de nickel de Sudbury. L'industrie de la pâte à papier devint également un pilier de l'économie, particulièrement au Québec et en Colombie-Britannique. Cette prospérité prit fin brutalement avec le krach boursier de 1929 et la Grande Dépression qui suivit. Le Canada, fortement dépendant des exportations de matières premières dont les prix s'effondrèrent, fut durement touché. Dans les prairies, la situation fut aggravée par une sécheresse dévastatrice qui transforma des millions d'hectares de terres agricoles en dust bowl, forçant des milliers de familles à abandonner leurs fermes. Le chômage atteignit des niveaux sans précédent, dépassant 20% au plus fort de la crise. Des camps de travail furent établis pour les chômeurs célibataires, offrant gîtes et nourriture en échange de travaux publics dans des conditions souvent difficiles. Dans les villes, les soupes populaires et les bidonvilles témoignaient de la détresse sociale. La réponse politique à la crise fut initialement limitée. Le premier ministre conservateur R.B. Bennett, 1930 à 1935, maintint d'abord une approche de laisser-faire, avant d'introduire tardivement son New Deal, inspiré des politiques de Roosevelt aux États-Unis. Mais la plupart de ces mesures furent jugées inconstitutionnelles par les tribunaux. La crise favorisa l'émergence de nouveaux mouvements politiques. Le Cooperative Commonwealth Federation, CCF, ancêtre du nouveau Parti démocratique actuel, fut fondé en 1932, défendant des politiques socialistes démocratiques et la création d'un État-providence canadien. En Alberta, le Credit Social de William Aberhart remporta les élections provinciales de 1935 avec des propositions monétaires radicales pour lutter contre la crise. Au Québec, la dépression renforça le nationalisme et le traditionnalisme. L'Église catholique, encore très influente, prônait un retour à la terre et aux valeurs rurales traditionnelles comme remède à la crise. Maurice Duplessis et son Union nationale arrivèrent au pouvoir en 1936, inaugurant une période conservatrice qui durerait, avec une brève interruption, jusqu'en 1960. La Seconde Guerre mondiale mit fin à la dépression, mais plongea le pays dans un nouveau conflit mondial. Cette fois, contrairement à 1914, le Canada déclara la guerre à l'Allemagne par une décision souveraine de son Parlement, une semaine après la Grande-Bretagne, soulignant son indépendance nouvellement acquise. L'effort de guerre canadien fut massif. Plus d'1 million de Canadiens et Canadiennes servirent dans les forces armées. L'industrie fut reconvertie pour produire armements, navires, avions et véhicules militaires. Le programme d'entraînement aérien du Commonwealth britannique forma plus de 130 000 équipages aériens au Canada, loin des zones de combat. L'économie, stimulée par les dépenses militaires, retrouva sa vigueur après des années de marasme. Les troupes canadiennes participèrent à plusieurs campagnes majeures, notamment en Italie et en Europe du Nord-Ouest.
Elles jouèrent un rôle crucial lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944, étant responsables de Juno Beach, l'une des 5 plages du débarquement. La marine marchande canadienne contribua de façon décisive à la bataille de l'Atlantique, escortant les convois vitaux vers la Grande-Bretagne assiégée. Sur le front intérieur, le gouvernement de William Lyon Mackenzie King instaura un contrôle sans précédent sur l'économie et la société. Le rationnement, les contrôles de prix et de salaires et la mobilisation industrielle transformèrent temporairement le pays. Les femmes entrèrent massivement sur le marché du travail pour remplacer les hommes partis au combat, modifiant durablement les rôles de genre traditionnels. La question de la conscription ressurgit, ravivant les tensions entre anglophones et francophones. King, tirant les leçons de la crise de 1917, avait promis la conscription si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription. Il tenta de maintenir cette position d'équilibre aussi longtemps que possible, mais finit par introduire la conscription limitée en 1944 face aux pertes croissantes et aux pressions politiques. Une page particulièrement sombre de l'histoire canadienne durant cette période fut l'internement des Canadiens d'origine japonaise après l'attaque de Pearl Harbor. Plus de 22 000 personnes, dont la majorité étaient des citoyens canadiens, furent déplacées de force de la côte Pacifique vers des camps dans l'intérieur de la Colombie-Britannique et ailleurs au Canada. Leurs propriétés furent confisquées et vendues à bas prix, détruisant des communautés entières. Le gouvernement canadien ne présenta des excuses officielles et des compensations que 4 décennies plus tard. La fin de la guerre en 1945 trouva le Canada transformé. De nation principalement agricole et relativement isolationniste au début du siècle, il était devenu une puissance industrielle moyenne, avec une présence internationale significative. La participation canadienne à la création de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions internationales d'après-guerre reflétait ce nouveau statut. L'après-guerre fut marquée par une prospérité sans précédent et l'expansion de l'État-providence canadien. Le gouvernement fédéral, qui avait considérablement accru ses pouvoirs durant la guerre, les utilisa pour mettre en place un ensemble de programmes sociaux. Allocations familiales, assurance chômage étendue et plus tard, assurance maladie universelle. Le baby-boom d'après-guerre et l'immigration massive, notamment d'Europe, alimentèrent une croissance démographique rapide. De nouvelles banlieues s'étendirent autour des villes, remplies de maisons unifamiliales pour la classe moyenne en expansion. L'automobile devint un élément central du mode de vie canadien, transformant l'urbanisme et les habitudes de consommation. L'admission de Terre-Neuve comme 10e province en 1949 compléta la carte politique du Canada dans sa forme actuelle, jusqu'à la création du Nunavut en 1999. Après des siècles comme colonie britannique, puis comme dominion indépendant, Terre-Neuve avait choisi par référendum de rejoindre la Confédération canadienne, attirée notamment par les avantages du système de sécurité sociale canadien. Les années 50 virent le Canada s'aligner fermement avec les États-Unis dans la guerre froide naissante. Le pays joua un rôle actif dans la création de l'OTAN en 1949 et participa à la guerre de Corée, 1950 à 1953, où plus de 500 soldats canadiens perdirent la vie. Le système de défense aérienne conjoint NORAD fut établi en 1958, intégrant étroitement les forces armées canadiennes et américaines. Cette période vit aussi le début d'une révolution culturelle et sociale au Québec, connue sous le nom de Révolution tranquille. L'élection du gouvernement libéral de Jean Lesage en 1960, avec son slogan « Maître chez nous », marqua la fin du conservatisme duplessiste et le début d'une modernisation accélérée de la société québécoise. L'Église catholique, jusque-là omniprésente dans l'éducation, la santé et les services sociaux, vit son influence décliner rapidement. L'État québécois prit en charge ces secteurs, créant un ministère de l'Éducation, nationalisant les compagnies d'électricité sous Hydro-Québec et développant une fonction publique moderne. Une nouvelle élite francophone, éduquée et laïque, remplaça progressivement le clergé comme groupe dominant. Cette période vit aussi l'émergence d'un nationalisme québécois plus affirmé,
distinct du nationalisme canadien-français traditionnel. Alors que ce dernier englobait toutes les communautés francophones du Canada, dans une vision principalement culturelle et religieuse, le nouveau nationalisme se concentrait sur le Québec comme entité politique et territoriale, avec des aspirations à une plus grande autonomie, voire à l'indépendance. Ce mouvement nationaliste se radicalisa dans les années 60, donnant naissance au Front de libération du Québec, FLQ, un groupe terroriste qui perpétra une série d'attentats à la bombe. La crise culmina en octobre 1970, lorsque le FLQ kidnappa le diplomate britannique James Cross et le ministre québécois Pierre Laporte, qui fut plus tard assassiné. Le premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau, invoqua la loi des mesures de guerre, suspendant temporairement les libertés civiles et déployant l'armée dans les rues de Montréal. Cette crise d'octobre reste un épisode controversé de l'histoire canadienne, symbolisant pour certains la répression fédérale du nationalisme québécois, et pour d'autres, la nécessaire défense de l'ordre démocratique face à la violence politique. La voie politique du nationalisme québécois s'incarna dans le Parti québécois, PQ, fondé en 1968 par René Lévesque. Arrivé au pouvoir en 1976, le PQ organisa en 1980 le premier référendum sur la souveraineté association, une forme d'indépendance avec maintien de liens économiques avec le Canada. La proposition fut rejetée par 60% des électeurs québécois. Un second référendum en 1995 se solda par une défaite beaucoup plus serrée du camp souverainiste, avec 50,6% pour le non contre 49,4% pour le oui, illustrant la profonde division de la société québécoise sur cette question. Sur la scène fédérale, l'élection de Pierre Elliott Trudeau comme Premier ministre en 1968 marqua le début d'une nouvelle ère. Intellectuel bilingue d'origine québécoise, mais résolument fédéraliste, Trudeau entreprit de transformer le pays pour contrer la menace séparatiste et créer un Canada véritablement bilingue et multiculturel. La loi sur les langues officielles de 1969 fit de l'anglais et du français les langues officielles du gouvernement fédéral, garantissant des services dans les deux langues là où la demande le justifiait. Cette politique visait à permettre aux francophones de se sentir chez eux partout au Canada, et non seulement au Québec. Bien qu'elle n'ait jamais complètement atteint cet objectif, elle a néanmoins renforcé la présence du français dans les institutions fédérales et dans certaines provinces comme le Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue. En 1971, Trudeau annonça également une politique de multiculturalisme officiel, reconnaissant la diversité culturelle comme une caractéristique fondamentale de l'identité canadienne. Cette approche, qui contrastait avec le modèle américain du melting pot, en favorisant le maintien des identités culturelles d'origine au sein d'un cadre canadien commun, a profondément influencé l'autoperception du pays et son image internationale. Les années 70 virent également des changements majeurs dans la politique étrangère canadienne. Trudeau chercha à diversifier les relations internationales du pays pour réduire sa dépendance envers les États-Unis, établissant des liens diplomatiques avec la Chine communiste avant Washington et promouvant le dialogue avec les pays du bloc soviétique. Le Canada se positionna de plus en plus comme une puissance moyenne avec une voix distincte sur la scène mondiale, particulièrement dans les domaines du maintien de la paix, du désarmement et du développement international. Sur le plan économique, cette période fut marquée par des défis croissants. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979, combinés à une inflation galopante et à un ralentissement de la croissance, mirent fin à l'âge d'or de l'après-guerre. Le gouvernement Trudeau répondit par des mesures interventionnistes controversées, notamment le programme énergétique national, qui visait à accroître la propriété canadienne dans le secteur pétrolier et à garantir l'approvisionnement des provinces de l'Est, mais qui fut perçu dans l'Ouest canadien comme une intrusion fédérale dans les ressources provinciales. L'une des réalisations majeures du gouvernement Trudeau fut le rapatriement de la Constitution en 1982. Jusqu'alors, la Constitution canadienne,
l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 restait techniquement une loi britannique, modifiable uniquement par le Parlement de Westminster. Après des négociations complexes et tendues avec les provinces, Trudeau réussit à rapatrier la Constitution avec l'ajout d'une procédure d'amendement purement canadienne et d'une charte des droits et libertés enchâssée dans le texte constitutionnel. Cette charte, inspirée en partie du Bill of Rights américain, mais avec des spécificités canadiennes importantes, garantit un large éventail de droits fondamentaux, civils et politiques aux Canadiens et est devenue un élément central de l'identité nationale. Elle a également transformé le système juridique en donnant aux tribunaux, et particulièrement à la Cour suprême, un rôle accru dans la définition et la protection de ces droits, parfois contre la volonté des législatures élues. Le rapatriement fut cependant marqué par une controverse majeure. Le refus du Québec, alors gouverné par le Parti québécois, de donner son consentement à l'accord final. Cette « nuit des longs couteaux », comme l'appelèrent les nationalistes québécois, où un accord fut conclu entre le gouvernement fédéral et les autres provinces sans le Québec, reste une blessure dans la psyché politique québécoise et un obstacle aux tentatives ultérieures de réconciliation constitutionnelle. Les années 80 virent le retour au pouvoir des conservateurs sous Brian Mulroney, 1984 à 1993. Après plus de 2 décennies de domination libérale presque ininterrompue. L'accord de libre-échange Canada-États-Unis de 1988, élargi en 1994 pour inclure le Mexique dans l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, représenta un tournant dans la politique économique canadienne. Traditionnel défenseur du protectionnisme depuis la politique nationale de Macdonald, le Canada s'orientait désormais vers l'ouverture des marchés et l'intégration régionale, malgré les craintes de perte de souveraineté économique et culturelle. Mulroney tenta également de résoudre la question constitutionnelle avec l'accord du lac Meech, 1987, qui visait à réintégrer le Québec dans le giron constitutionnel en reconnaissant son statut de société distincte et en lui accordant plus de pouvoir. L'accord échoua cependant à obtenir la ratification de toutes les provinces dans le délai requis, provoquant une nouvelle crise d'identité au Québec et alimentant la résurgence du mouvement souverainiste. Une seconde tentative, l'accord de Charlottetown de 1992, qui proposait une réforme constitutionnelle plus large incluant la reconnaissance des droits autochtones et une réforme du Sénat, fut soumise à un référendum national et rejeté par une majorité de Canadiens, y compris au Québec, bien que pour des raisons souvent opposées. La fin des années 80 et le début des années 90 furent marqués par des moments de tension significatifs entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien. En 1989 et 1990, la crise d'Oka au Québec vit s'affronter des Mohawks et les forces de l'ordre autour d'un projet d'agrandissement d'un terrain de golf sur des terres revendiquées comme traditionnelles par les Autochtones. Ce conflit, qui dura 78 jours et nécessita l'intervention de l'armée, attira l'attention internationale sur les revendications territoriales autochtones non résolues au Canada. Les années 90 furent aussi une période de difficultés économiques, avec une récession sévère au début de la décennie et une croissance de la dette publique qui atteignit des niveaux alarmants. Le gouvernement libéral de Jean Chrétien, élu en 1993, mit en œuvre des coupes budgétaires drastiques qui rétablirent l'équilibre des finances publiques, mais réduisirent significativement les transferts aux provinces et le financement des programmes sociaux. Cette période vit également des changements majeurs dans la structure économique du Canada, avec le déclin relatif du secteur manufacturier traditionnel face à la concurrence internationale et l'émergence d'une économie plus orientée vers les services et les nouvelles technologies. L'accord de libre-échange stimula les exportations vers les États-Unis, qui devinrent plus que jamais le principal partenaire commercial du Canada, représentant plus de 75% de son commerce extérieur.
La création du territoire du Nunavut en 1999 marqua une étape importante dans la reconnaissance des droits autochtones. Issu de la division des territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, notre terre en inuktitut, donna aux Inuits une forme d'autonomie gouvernementale sur un vaste territoire arctique. Ce nouveau modèle de gouvernance, combinant institutions démocratiques modernes et valeurs culturelles inuites, représenta une approche novatrice dans les relations entre l'État canadien et les peuples autochtones. Le tournant du millénaire vit le Canada consolider sa réputation internationale de société progressiste et tolérante. En 2005, il devint l'un des premiers pays au monde à légaliser le mariage entre personnes de même sexe au niveau national, après une décision de la Cour suprême basée sur la Charte des droits et libertés. Cette évolution reflétait les changements profonds dans les attitudes sociales canadiennes, particulièrement en matière de diversité et d'inclusion. Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis eurent un impact majeur sur le Canada, renforçant l'intégration sécuritaire nord-américaine. La frontière canado-américaine, historiquement l'une des plus ouvertes au monde, devint plus contrôlée, affectant le commerce bilatéral vital pour l'économie canadienne. Le Canada participa à la guerre en Afghanistan dans le cadre de l'OTAN, y maintenant une présence militaire de 2001 à 2014, au prix de 158 vies canadiennes. Le Canada refusa cependant de se joindre à l'invasion de l'Irak en 2003, dans une rare divergence publique avec la politique étrangère américaine. Cette décision, prise par le gouvernement libéral de Jean Chrétien malgré d'intenses pressions de Washington, reflétait à la fois une tradition diplomatique indépendante et l'opposition majoritaire de l'opinion publique canadienne à cette guerre. L'élection de Stephen Harper et des conservateurs en 2006 marqua un virage vers la droite après plus de 12 ans de gouvernements libéraux. Harper gouverna jusqu'en 2015, d'abord avec des gouvernements minoritaires, puis avec une majorité après les élections de 2011. Sa politique se caractérisa par une approche économique néolibérale, des réductions d'impôts, une position plus ferme en matière de criminalité et une politique étrangère alignée avec les intérêts occidentaux traditionnels, notamment un soutien fort à Israël. Le gouvernement Harper dut faire face à la crise financière mondiale de 2008, qui toucha le Canada moins sévèrement que d'autres économies avancées grâce à la solidité de son système bancaire et à un marché immobilier plus stable. Des mesures de relance temporaires furent néanmoins nécessaires, créant un déficit après plus d'une décennie d'excédent budgétaire. L'orientation internationale du Canada sous Harper s'éloigna quelque peu de l'accent traditionnel mis sur le multilatéralisme et le maintien de la paix, au profit d'une approche plus alignée avec les États-Unis et plus interventionniste dans certains. Contexte comme en Libye en 2011. Les politiques environnementales furent également controversées, avec le retrait du Canada du protocole de Kyoto en 2011 et un soutien marqué au développement des sables bitumineux de l'Alberta, critiqué par les environnementalistes. Une évolution majeure des années 2000 et 2010 fut la reconnaissance croissante des injustices historiques envers les peuples autochtones et les efforts de réconciliation. En 2008, le Premier ministre Harper présenta des excuses officielles aux anciens élèves des pensionnats autochtones au nom du gouvernement canadien. La Commission de vérité et réconciliation, établie dans le cadre d'un accord de règlement avec les survivants de ces pensionnats, documenta l'héritage douloureux de ce système et formula 94 appels à l'action pour réparer ces torts historiques. L'élection de Justin Trudeau et des libéraux en 2015 représenta un nouveau changement de direction. Fils de Pierre Elliott Trudeau, Justin promit un gouvernement plus progressiste, inclusif et engagé sur la scène internationale. Ses premières actions symboliques inclurent la formation d'un cabinet paritaire homme-femme et l'accueil de 25 000 réfugiés syriens. Le gouvernement Trudeau mit l'accent sur la lutte contre le changement climatique, introduisant une taxe nationale sur le carbone, tout en approuvant certains projets d'oléoducs controversés, illustrant les tensions entre objectifs environnementaux et économiques. Il légalisa également le cannabis à des fins récréatives en 2018,
faisant du Canada le premier pays du G7 à prendre cette mesure. Les relations avec les peuples autochtones constituèrent une priorité affichée avec la promesse d'une nouvelle relation de nation à nation et l'engagement de mettre en œuvre les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Cependant, les progrès concrets se heurtèrent à la complexité des enjeux, aux contraintes budgétaires et aux conflits persistants autour des projets de développement économique sur les territoires autochtones ou les traversants. Malgré la perte de sa majorité aux élections de 2019, Justin Trudeau resta Premier ministre à la tête d'un gouvernement minoritaire, reflétant la fragmentation croissante du paysage politique canadien et la polarisation régionale, avec des conservateurs dominants dans les prairies, des libéraux forts dans les grandes villes et en Ontario, et le Bloc québécois ressurgissant au Québec. La pandémie de Covid-19 qui frappa le monde en 2020 eut un impact profond sur le Canada comme ailleurs. Le pays connut plusieurs vagues d'infections, des confinements et une mobilisation sans précédent des ressources publiques pour soutenir l'économie et protéger les plus vulnérables. La prestation canadienne d'urgence, PCU, fournit une aide financière directe à des millions de Canadiens dont les revenus avaient été affectés par la pandémie, représentant l'une des réponses gouvernementales les plus généreuses parmi les pays développés. La crise mit en lumière à la fois les forces et les faiblesses du système canadien. La coopération intergouvernementale fut généralement efficace dans un système fédéral où la santé relève principalement des provinces. Cependant, la pandémie révéla aussi des vulnérabilités, notamment dans les soins de longue durée où des milliers de personnes âgées moururent lors de la première vague, et dans la dépendance du pays envers les chaînes d'approvisionnement mondiales pour des produits essentiels comme les équipements de protection individuelle et les vaccins. La tragique découverte en 2021 de centaines de tombes anonymes sur les sites d'anciens pensionnats autochtones à Kamloops, Cowessess et ailleurs raviva la conscience nationale concernant ce chapitre sombre de l'histoire canadienne. Ces découvertes provoquèrent un deuil national et renforcèrent les appels à une action plus décisive sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones. En examinant l'histoire du Canada, des premiers contacts européens jusqu'à nos jours, plusieurs thèmes récurrents émergent. L'un des plus évidents est la négociation constante entre unité et diversité. Contrairement aux États-Unis, qui ont historiquement mis l'accent sur l'assimilation dans un creuset commun, le Canada a progressivement adopté un modèle qui tente d'accommoder les différences linguistiques, culturelles, régionales au sein d'un cadre national. Ce modèle, parfois décrit comme un multiculturalisme dans un cadre bilingue, n'a pas été sans tension ni contradiction. La dualité fondatrice entre francophones et anglophones s'est complexifiée avec la reconnaissance croissante des droits des peuples autochtones comme premier peuple et l'arrivée de millions d'immigrants d'origines de plus en plus diverses, particulièrement depuis les années 70, lorsque le Canada adopta une politique d'immigration non discriminatoire. Un autre thème central est l'évolution du Canada d'une colonie britannique à une nation souveraine avec sa propre identité distincte. Ce processus, remarquablement pacifique comparé à de nombreux autres pays, s'est fait par étapes graduelles plutôt que par rupture révolutionnaire. Du statut de dominion semi-autonome en 1867 à celui d'État pleinement indépendant après le rapatriement de la Constitution en 1982. Cette transition reflète une approche typiquement canadienne, privilégiant l'évolution sur la révolution. La relation complexe avec les États-Unis constitue un troisième fil conducteur. Partageant le continent, une langue majoritaire et de nombreuses valeurs culturelles avec son puissant voisin, le Canada a néanmoins maintenu une identité distincte, souvent définie par contraste. Plus orientée vers le collectif que l'individuel, moins militariste, plus tolérant des différences, avec un État plus interventionniste. Maintenir cette distinction tout en gérant l'interdépendance économique et sécuritaire inévitable avec la superpuissance américaine, reste un défi permanent de la politique canadienne. Enfin, l'histoire des relations entre les peuples autochtones et les colons européens puis leurs descendants
représente peut-être le défi moral le plus profond auquel le Canada soit confronté. De la dépendance socio-économique, les traumatismes intergénérationnels et les conflits persistants autour des droits territoriaux. La reconnaissance croissante de ces injustices et les efforts vers une réconciliation véritable représentent l'un des défis les plus importants, mais aussi l'une des opportunités les plus significatives pour le Canada au XXIe siècle, celle de vivre pleinement les valeurs de justice, d'inclusion et de respect de la diversité qui sont au cœur de son identité moderne proclamée. L'expérience canadienne offre ainsi un laboratoire fascinant d'expérimentation politique et sociale. Comment concilier unité nationale et diversité culturelle? Comment équilibrer les droits individuels et collectifs? Comment intégrer des millions de nouveaux arrivants tout en respectant et en réparant les relations avec les premiers habitants du territoire? Comment maintenir une identité distincte tout en étant profondément intégré à l'économie globale et particulièrement à celle de son voisin immédiat? Les réponses canadiennes à ces questions n'ont pas toujours été parfaites, loin s'en faut, mais elles ont généralement été caractérisées par un pragmatisme adaptatif, une préférence pour l'accommodation plutôt que le conflit, et une volonté de réinventer les institutions politiques pour refléter les réalités changeantes de sa société. Certains observateurs ont suggéré que cette approche fait du Canada un modèle particulièrement pertinent pour un monde de plus en plus interconnecté et multiculturel. D'autres pointent les limites de ce modèle, notamment les inégalités persistantes et les tensions non résolues qui subsistent sous la surface du consensus apparent. Quoi qu'il en soit, l'histoire canadienne illustre la possibilité de construire une société relativement pacifique et prospère à partir d'éléments disparates, à travers un processus continu de négociation, d'adaptation et de redéfinition des termes, du vivre ensemble. C'est peut-être là sa contribution la plus significative à l'expérience humaine collective. Alors que le Canada s'avance dans le XXIe siècle, il fait face à des défis considérables. Adaptation aux bouleversements technologiques, économiques et environnementaux globaux, vieillissement de la population, intégration continue de niveau élevé d'immigration, réconciliation avec les peuples autochtones, maintien de la cohésion sociale dans un contexte de polarisation politique croissante. Sa capacité à relever ces défis tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de respect des différences et de solidarité sociale déterminera la prochaine phase de cette expérience nationale unique née de la rencontre entre peuples autochtones et explorateurs européens il y a plus de 5 siècles. En définitive, l'histoire du Canada nous rappelle que les nations ne sont pas des entités figées, mais des projets en constante évolution, façonnés par les choix collectifs de leurs citoyens face aux défis de leur époque. C'est cette perspective évolutive et adaptative, plus que toute caractéristique spécifique, qui constitue peut-être l'essence même de l'expérience canadienne. Comme l'a dit l'historien Desmond Morton, l'histoire canadienne est une aventure en partie obscurcie par notre réticence à nous vanter ou même à nous reconnaître. Cette modestie caractéristique cache une histoire complexe et fascinante, faite d'explorations audacieuses, de rencontres culturelles transformatrices, de compromis politiques ingénieux et d'adaptation continue à un environnement naturel et humain en perpétuel changement. Aujourd'hui, cette histoire continue de s'écrire, portée par près de 38 millions de Canadiens d'origines de plus en plus diverses, unis par des institutions communes, mais aussi par un engagement partagé envers certaines valeurs fondamentales, liberté individuelle, égalité des chances, respect des différences et responsabilité collective.